Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent ce soir. Nous sommes dans un format particulier, puisqu'en général nous sommes là en journée. Et aujourd'hui, on dit bonsoir, puisque nous avons une émission exceptionnelle ce soir, lundi et demain. Nous allons, Culture Business passe en soirée. Alors, je remercie la direction pour cette initiative et nous sommes face à un nouveau téléspectateur que nous saluons bien bas. Je suis Patrice Jean, présentateur de cette émission Culture Business. Et je vous présenterai mes comparses, mes compagnons qui vont nous aider à développer cette émission. Aujourd'hui, nous avons un sujet très particulier qui nous tient à cœur, puisque ça fait un moment qu'on prépare ce sujet, puisque on se dit que la question du savoir-être est un sujet central, la question de l'accueil, comment recevoir du monde dans le monde de l'entreprise. C'est une notion qui est très très importante, puisque c'est le premier rempart. Malheureusement, on entend ici et là que l'accueil laisse à désirer. On entend ici et là que des fois, les gens sont un peu aigris et qu'on a des fois une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle le service, qui est des fois, par rapport à notre histoire, peut-être associé à la dimension de servitude. Comment juguler tout ça? Comment faire en sorte qu'on réponde à cette question? Parce que ce qui est important, c'est de faire le bon diagnostic, c'est de comprendre pourquoi nous avons ces problématiques et voir avec nos invités comment les régler, comment faire une projection avec une problématique importante que nous allons peut-être régler ce soir. Grosse ambition, non? Très ambitieux. Donc, voilà. Bon, j'ai fait exprès, on y va. On va régler tout ce soir. Alors, bien, merci d'être là. François-Aimé, comment tu vas? Très bien, très très bien. Tout comme d'habitude. Tout en couleur ce soir. Bien sûr, c'est la vie. J'aime bien. N'est-ce pas? Voilà. Les couleurs de la Caraïbe. Exact. Voilà. Les lunettes aussi, j'aime bien. Toujours. Adapté. Tu pourrais m'expliquer. Il faut pas me donner des méthodes. Yann, il faut faire quelque chose pour moi. Je vais t'en donner. Je suis toujours fan par rapport à ces dames qui sont Parce que tu ne suis pas l'adaptation. Formez-moi. Il n'y a pas de problème. D'accord. OK. Alors, nos invités pour parler du savoir-être, nous sommes avec Tatiana Gros-Désir. Merci. Ah, pardon. C'est moi. Voilà. Voilà. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach professionnel. C'est ça. Depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi que je suis coach professionnel. J'ai fait ma formation en France, à Bordeaux. Auparavant, j'étais manager de relations clients en Angleterre. J'ai passé 15 ans dans le domaine. Et je travaillais à l'international, c'est-à-dire je travaillais avec les prestataires à l'international comme à Manila, en Inde, en Australie et aux États-Unis. Voilà, donc le savoir-être, au fait, c'était le centre, l'intérêt au fait d'avoir ce sujet pour pouvoir avoir un bon service client. Mais c'est la culture interne, pas la culture externe avant. Il ne faut pas te le développer comme ça. Là. On reviendra tout de suite parce qu'on va éplucher. On va vraiment poser cette question-là et prendre notre temps. Alors, Ludivine Prosper, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes consultante RH et en organisation dans la société Creative Performance. C'est ça, tout à fait. Très bien. Alors, consultante RH depuis 3 ans déjà, 3 ans d'une belle aventure, Creative Performance que j'ai créée avec d'autres associés. On intervient auprès des entreprises, donc du conseil auprès des collaborateurs, donc le savoir-être, on le touche du doigt tous les jours, tout le temps, que ce soit dans le recrutement, mais aussi dans l'activité même de l'entreprise. Une expérience également dans la relation client, pendant 8 ans, j'ai été conseillère en formation, où j'ai côtoyé les entreprises, mais aussi côtoyé l'accueil de ces entreprises, les personnes qui sont, comme vous disiez tout à l'heure, les vitrines de cette entreprise. Et donc, vraiment pointer du doigt les dysfonctionnements, les compétences, les points, le savoir-être. On ne va pas en dire plus. Voilà. Alors, pour planter le décor, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est-à-dire, c'est de se pencher sur 3 groupes. C'est-à-dire, on va voir les grandes entreprises, les méthodes, les résultats. On verra comment la dynamique de formation, comment tout est organisé, comment cette question du RH est importante. On verra aussi pour nos petites structures, comment elles s'en sortent. Souvent les structures familiales où on a, ça peut être une boulangerie ou une boucherie, petite échelle. Et on va aussi parler de justement faire un constat. Comment ça se passe au niveau de l'accueil, comment on forme, comment on prépare. Et on verra aussi nos institutions, puisque même si nous sommes
culture business, nous parlons économie, mais nous avons comme orientation, nous voulons faire évoluer notre pays et il faut pointer du doigt ce qui va mal. Alors aujourd'hui, dans les différentes institutions, on entend souvent les gens se plaignent parce que l'accueil n'est pas au top des fois. Il y a des problématiques de formation aussi et des fois on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas à leur place. Donc on va mettre les pieds dans le plat et on va aborder ces questions dans un sens plutôt pour une critique constructive, faire un état des lieux, mais une critique qui nous permet d'évoluer. D'accord? Ça vous va sur ces trois angles? Oui, bien sûr. C'est bon, vous n'avez pas de subvention en cours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dossier en cours. C'est bon. Parce que là, on va tout casser. Là. On va tout casser. Bon, je vous fais peur, mais non, c'est pas grave. Tant que c'est constructif, ça va. Exactement. Bah, je peux même dire que c'est pas un jugement, en fait. On va être factuel. Bah, bien sûr. C'est déjà bien ça. sûr. Bien sûr. Et dire les choses. C'est tout simple. Voilà. Alors, on va justement, on dit que, on va voir un peu la relation au travail. On dit que souvent, je crois que c'est Mme Blafant-Trobo qui avait fait un ouvrage sur cette question-là et qui disait que, selon elle, il n'y avait pas d'orientation particulière au égard de notre histoire. Est-ce que, c'est la question que je vous pose, est-ce qu'il y a un accueil différent en Guadeloupe? Vous ne bousculez pas, hein? Est-ce qu'il y a un accueil? Est-ce que l'accueil est différent chez nous? Est-ce qu'il y a une problématique particulière? Est-ce que la manière dont on accueille ici, vous qui étiez à l'étranger, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une grande différence avec les pays anglophones. Je vais plutôt parler des pays anglophones, puisque moi j'ai vécu en Angleterre pendant 15 ans et j'ai côtoyé, j'ai travaillé au restaurant en arrivant, ensuite je me suis retrouvée dans le tourisme et c'est vraiment différent. Le savoir-être, au fait, la relation client ne fait que commencer en France. C'est maintenant que les gens mettent un accent dessus. D'accord. Mais avant, c'était pas le cas. On pouvait arriver au fait à la gare. Ça m'est arrivé d'arriver dans une gare une fois. Je connaissais pas trop. Il y a la gare, il y a SNCF et ils ont deux structures différentes où on peut prendre le métro et le train. Jusqu'à maintenant, je vois pas la différence. Et puis, je suis arrivée devant un bureau et il me dit, au fait, c'est pas là que vous devez vous venir. Et puis moi, je fais, OK, où est-ce que je dois aller? Ben, je sais pas. Ah, la personne qui vous... La personne qui me reçoit à la gare, il me dit, je sais pas. Donc, c'est maintenant que les gens commencent à travailler dessus. Et même au téléphone, on sent que si on est énervé au téléphone, eh bien, l'agent qui est au téléphone va aussi s'énerver. Alors que ce n'est pas comme ça une culture de service client. Il faut savoir, au fait, se comporter. Mais ce n'est pas vraiment la faute des agents, c'est la formation en elle-même. D'accord. Et pour rebondir, moi, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui soit réellement lié au territoire. Je dirais plus que c'est lié à la perception que l'on a de ces métiers-là et la perception que l'on a du métier que l'on a. Parce qu'après, on est aussi dans une question d'orientation professionnelle. Parfois, ce n'est pas une vocation pour certains d'être à l'accueil. C'est une fin, c'est un moyen, tout simplement, de s'alimenter, d'avoir une rémunération à la fin du mois, et pas forcément d'être engagé dans ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on fait. On le fait juste pour le faire, pour des raisons alimentaires. Et donc, forcément, notre comportement, notre savoir-être, qui est aussi lié à tout ce qu'on a en termes, à nos éléments non-verbaux, en fait, tout ce qu'on dit par le corps, mais qu'on ne maîtrise pas forcément, tout ça reste au naturel. Et donc, ce n'est pas forcément notre vocation d'être à l'accueil. On n'est pas forcément enjoué, on n'a pas forcément le comportement qui est adéquat. Le naturel revient au galop, j'ai envie de dire. Donc, on s'énerve au téléphone parce qu'on n'arrive pas à se retenir, parce qu'on n'a pas choisi forcément ce métier. Vous avez parlé de formation tout à l'heure, mais est-ce que pour le chef d'entreprise, la formation concernant l'accueil du public est nécessaire? Pour le chef d'entreprise, pour ses collaborateurs? Non, oui, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est l'expérience que vous avez. Que la formation soit... Oui, la formation dans l'accueil. Oui. D'accord, ok. Parce qu'après, c'est vrai que il y a deux choses à distinguer. C'est-à-dire qu'il y a l'orientation professionnelle que l'on souhaite, qui nous colle à la peau, et les outils que l'on peut recevoir par la formation. Quelqu'un qui, en l'occurrence, n'est pas motivé par l'accueil, n'est pas motivé, n'a pas la conscience de l'entreprise, la connaissance de l'entreprise,
ne souhaite pas finalement être là et qui, en l'occurrence, ça ne fait pas partie de son être. Oui. Le former à ce poste-là, je vous dirais que ça n'a pas tellement d'intérêt. L'intérêt aurait été peut-être de lui trouver une autre orientation, de l'accompagner vers une autre orientation. Quelqu'un qui, on le sent, des personnes motivées qui n'ont pas forcément fait les études dans le domaine, Qui l'ont naturellement. voilà, et qui ont cette fibre commerciale, cette fibre relationnelle, cette fibre de l'accueil, leur apporter les outils en termes de formation, c'est tout bénef pour l'entreprise. Mais tout ça, bien évidemment, identifier les talents, c'est la première clé de la réussite. Allez-y, on est chez nous, là. Je vais rebondir sur cela. Même si ce n'était pas notre vocation, en fait, l'entreprise peut nous permettre d'aimer cet emploi. C'est ça. Tout dépend de l'entreprise. On peut se dire, ah non, je ne serai jamais agent de réservation ou bien je ne vais jamais travailler au téléphone. Moi, ce n'était pas ma vocation. Je voulais être hôtesse de l'air à la base. Oui. Et puis, je me suis retrouvée à la réservation et avec un anglais à demi. Et puis, j'avais un super superviseur qui était là avec moi, qui m'a accompagnée. Et au fur et à mesure, j'ai aimé l'emploi. J'ai aimé l'emploi, mais ce n'était pas ma vocation, ce n'était pas du tout ma formation. Et avec une culture interne assez en proximité avec les employés, c'est-à-dire le bien-être. Le bien-être, c'est former les gens, leur dire qu'ils sont bons, leur dire aussi quand c'est pas bon, mais qu'on peut faire quelque chose pour vous aider. Faire la cohésion d'équipe, la gestion émotionnelle. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire quelqu'un aimer un emploi et pour qu'il puisse bien se comporter face aux clients. Parce que des fois, on a des employeurs qui se disent, OK, la personne vient pour faire ses sous. Donc, la personne va considérer, moi, je viens pour faire mes sous. Donc, je me comporte de la sorte et je n'ai rien à faire. Et il décide au fait, OK, c'est le client, il arrive, si j'ai envie, si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Moi, je viens juste pour travailler, pour gagner mes sous. Si ça dépend au fait du comportement de l'employeur, l'employé aura le même comportement. Il faut, je vais dire, il faut une considération pour les employés, pour que les employés puissent considérer les clients. On va dire bonsoir à Ludivine qui vient d'arriver. Bonsoir, je me représente à vous, du coup, vu qu'on n'a pas encore eu le temps de se voir. Je suis Ludivine de la rubrique Un jeune parcours. Donc bonsoir Francis, bonsoir Patrice et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà. Alors vous avez parlé de groupe, vous avez parlé de dynamique, de cohésion et tout ça. Est-ce que de ton retour, quand tu reviens en Guadeloupe, après cette expérience, Angleterre, l'Inde, la France, est-ce qu'il y a déjà une distinction que tu fais entre, parce que tu as dit là, on est en France. Certains ici disent, on n'est pas en France, on est en Guadeloupe. Il y a déjà cette dissociation. Est-ce que tu l'as fait concrètement dans tes... Pas totalement. Voilà. Pour moi, l'accueil ici, il se comporte exactement comme les personnes en France. D'accord. Je ne fais pas la distinction parce que j'ai créé avec une entreprise espagnole, j'ai créé un centre d'appel en tant que prestataire en France. D'accord. Et j'ai eu beaucoup de difficultés avec les entreprises en France à pouvoir accepter au fait la façon que j'ai géré le service client en France. Ils n'ont vraiment pas la même culture de traiter les employés. Moi, je suis vraiment pas du côté des employés parce que l'employeur, s'il n'est pas là, l'employé, il ne peut pas avoir un emploi. Mais je considère qu'il faut être, je vais dire, un leader au lieu de manager. Au lieu d'être un petit chef, il faut pouvoir travailler avec son équipe pour pouvoir pousser et les faire revenir. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, c'est peut-être pas la vocation de cette personne, c'est pas sa nature, mais si on accompagne cette personne et même si la personne est payée au SMIC, la personne restera parce qu'il sait qu'il est bien entouré. D'accord. Qu'il est valorisé. Tu es d'accord avec ça? Alors, oui et non, plus ou moins, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Pas de problème. En fait, quand on parle d'identification de la vocation de la personne, je ne dis pas forcément qu'on sait tout de suite ce qu'on veut faire en termes de métier.
Tout à l'heure, tu as parlé de tes 2 postes, c'est-à-dire le poste à la réception où on t'a mise et finalement tu voulais être hôtesse de l'air. Le point commun de ces 2 postes est l'accueil et la relation client. Oui. Et donc, cette vocation à la relation client, finalement, elle est là. On ne parle pas forcément du poste. Et donc, la formation vient appuyer justement cette envie qui est là. Et donc, l'appuyer en lui apportant des techniques, en lui apportant finalement une connaissance de l'entreprise, des outils pour pouvoir exceller au poste. Et donc, c'est en ce sens que je dis qu'il est important de bien qualifier finalement le collaborateur. Alors, c'est un peu brut ce que je dis, mais c'est vraiment pouvoir identifier les bonnes compétences au bon poste. Et quand je dis compétences, je ne parle pas forcément de formation, je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a eu une formation, j'ai n'importe quoi, dans l'agroalimentaire. Voilà, qui a fait de l'agroalimentaire pour pouvoir travailler dans le laboratoire. Qui, dans sa façon d'être, finalement, dans son savoir-être, développe des compétences, un relationnel client qui lui permet, qu'il aime et qui se voit développer. Tout simplement, lui apporter la formation qu'il faut pour pouvoir exceller à ce poste-là. Néanmoins, son cursus initial était dans l'agroalimentaire, rien ne le prédestinait à être dans la relation client. C'est en ça que je dis qu'il y a en fait une façon d'être, un bien-être. Des prérequis, en fait. Des prérequis, voilà. C'est même pas prérequis, parce que prérequis, c'est un peu, voilà, c'est des choses qu'on développe et qui, voilà. Mais c'est vraiment, je sais que j'aime ça, être au contact des personnes, et donc le poste d'accueil, peu importe le poste que c'est, parce qu'il y en a 10 000, je pourrais me sentir bien dedans. Donc on m'apporte les outils pour. Et c'est là le rôle de l'employeur, c'est vraiment pouvoir identifier les compétences, et ça, on le disait tout à l'heure avant, il y a plusieurs casquettes et l'employeur ne peut pas tout faire. Ouais. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut être accompagné pour pouvoir le faire. Et c'est ce que font bien les grosses structures, notamment, certaines grosses structures, qui arrivent justement à avoir les compétences RH, les compétences en consulting, les compétences en coaching pour pouvoir identifier les bons collaborateurs au bon poste. Et donc, en fonction de ça, on leur apporte les compétences qu'il faut pour pouvoir renforcer, pour qu'ils puissent exceller à leur poste. Quel est le problème des institutions, alors, puisqu'elles sont des grandes structures? Alors, on va être aussi sur l'esprit d'entreprise. D'accord. Allez, l'objectif n'est pas le même. C'est-à-dire que moi, je sais, en tant que chef d'entreprise, si je n'ai pas le chiffre d'affaires qui rentre, si je ne sois pas bien mes clients, demain, je n'en aurai plus. Ce qui est différent d'une institution publique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient à l'accueil de l'institution publique, lui, il vient aujourd'hui, mais de toute façon, il reviendra, il en a besoin. Et donc, la perception n'est pas la même. Ce qu'on inculque en termes de culture d'entreprise, de cohésion d'équipe, n'aura pas, peut-être pas, je dis pas, voilà, je ne connais pas toutes les institutions, n'aura peut-être pas la même résonance que dans une entreprise où là, on se rend compte que on est toujours sur les chiffres. Au fil du temps, on vérifie que la bonne performance de la structure. Et donc, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu la perception de l'objectif même. Mais est-ce que dans les... Je pose la question à tout le monde. Est-ce que dans les institutions, il n'y a pas d'idée de performance? Oui. Oui. C'est rentré de plus en plus. Ça rentre maintenant, on peut dire. Ça rentre maintenant, avec les nouvelles générations. Ils sont même en démarche qualité. Ils ont même, Explique-nous un peu. Ils sont même déjà en démarche qualité. Donc, franchement, ils ont même une charte. Ils ont des chartes. Ils ont une charte qui C'est s'appelle la charte Les Marianne. employeurs. Dans les mairies aussi? Oui, normalement. En tout cas, au gouvernement français, ils ont une charte qui s'appelle la charte Marianne. Et c'est pour le service client. Donc, c'est basé au fait sur tout ce qui est accueil, relations clients, gestion des émotions, la qualité, etc., etc. Que normalement, tous les instituts comme la mairie, la préfecture, tous les instituts, en tout cas gouvernementaux, devraient avoir et même devraient, je pense, je ne sais pas s'ils donnent, mais devraient donner à leur employé avant de commencer. Mais en tout cas, la charte Marianne, elle existe. Après, c'est ça, c'est le parallèle entre culture que je disais tout à l'heure et documents. Parce que je peux avoir tous les documents du monde, mais ne pas les appliquer. Mais est-ce que c'est pas plus difficile quand je vais mettre les pieds dans le plat, parce que ici on a la culture aussi de la franchise aussi. Comme je disais, il faut faire un bon diagnostic pour trouver des solutions. Est-ce que dans les institutions, très souvent, c'est beaucoup de clientélisme, c'est des employés qui ne sont pas spécialement formés, préparés. Des fois,
ce sont des postes de remerciement, souvent. Et on a l'impression aussi que le maire, si on parle d'une commune, qui a l'idée de la réélection en tête, a du mal à sanctionner. Parce que dans l'entreprise, la sanction aussi existe. Il y a aussi cet élément-là. Est-ce qu'on a l'impression que dans les institutions, il y a un seuil ou des éléments à ne pas dépasser, des niveaux à ne pas dépasser, et que la sanction peut arriver? Ou cette idée de performance? Après, je pense que c'est aussi lié aux différentes casquettes, comme on disait, parce qu'un maire reste quand même, ça reste un chef d'entreprise, entre guillemets, si on rapproche les choses. Il endosse des casquettes qu'il n'a pas forcément dans la société civile et qu'il n'a pas forcément eu. D'accord. C'est un peu comme le chef d'entreprise, c'est-à-dire que moi je suis bon technicien, mais après la RH, la finance, le management, tout ça, je ne connais pas. Et donc c'est un peu la même chose, je pense, au niveau des mairies et au niveau des maires. Après, c'est un milieu que j'ai forcément côtoyé de près. Mais, en mon sens, ça serait plus à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'endosse plein de casquettes, mais je ne peux pas forcément tous les mener parce que je n'ai pas forcément la compétence dans tout. Je dirais que c'est un petit peu facile de dire ça aussi parce qu'il y a des outils qui existent déjà. Il y a de la formation, même si on est dans le public, on a de la formation. Elle a parlé de la charte, on a des règlements intérieurs, on a plein de choses dans les services différents. Et il y a des cadres aussi. Et il y a des cadres, il y a des responsabilités. Mais c'est pas pour ça que ça change. Ludivine, tu as l'impression qu'au niveau de l'accueil en Guadeloupe, en général, est-ce qu'on avance vraiment? Alors, pour ma part, honnêtement, c'est pas complètement péjoratif, mais il y a un gros travail à faire. Effectivement, c'est vrai que, bon, sans pointer du doigt telle ou telle génération, mais c'est vrai que moi, mon ressenti personnel, c'est qu'à partir je dirais pas d'un certain âge, mais d'un certain temps d'ancienneté, les employés des institutions ne se soucient plus autant de la relation client, en fait, tout simplement. Et je trouve ça assez dommage, effectivement, puisque en Guadeloupe, bon, je parle pour la Guadeloupe, voilà. En Guadeloupe, c'est vrai que c'est assez... c'est récurrent, c'est limite... obligatoire chez nous. On a l'habitude de se dire, on en parle souvent en rigolant, mais c'est assez triste en fait au final. Qu'on se dise tout le temps, oui, les encailles la CAF, yo aigri, nanani, nanana, où tu demandes pour un renseignement, on te raccroche au nez, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire et j'ai pas... Après, peut-être que de par mon jeune âge, j'ai pas eu le temps, effectivement, de voir sur une longue durée énormément de changements, mais pour ma part, je constate pas que les choses, dans la plupart des institutions publiques, avancent. Dans le secteur privé, est-ce que tu as l'impression de... Quand Alors, tu vas oui. à la boulangerie, quand tu vas dans des boutiques, par exemple, est-ce que... Je me rapproche du coup de ce que l'autre Ludivine disait. Effectivement, c'est vrai que dans le secteur privé, pour y avoir travaillé, c'est tout autre chose. On a les dirigeants des entreprises ont cette volonté en fait d'inculquer à leurs équipes un certain savoir-être au travail. Je pense que la notion de compétition aussi dans le privé n'est pas la même. Donc l'enjeu est plus grand, voilà, différent et beaucoup plus grand au niveau de la qualité du relationnel, de l'accueil, etc. Et c'est vrai que par contre dans le privé, on peut pas négliger que certaines entreprises, enfin beaucoup d'entreprises, il faut saluer quand c'est bon, beaucoup d'entreprises sont au point à ce niveau-là. Mais toi qui côtoies beaucoup les petites structures. Petites et moyennes. Ouais, les petites et moyennes, est-ce que... Mais la différence, elle est là, parce que peut-être que Ludivine a travaillé dans des structures importantes. La politique est différente concernant l'accueil, parce qu'il y a une compétition qui est importante. Mais dans une structure moyenne, ça dépend des secteurs, je vais dire ça. Parce que s'il y a l'affluence de public, c'est différent. Si vous avez, je ne sais pas, une trentaine de clients par jour, c'est pas pareil quand vous avez 100, 200 clients par jour. Donc, la grande distribution, c'est autre chose encore, puisque les enjeux sont différents. Mais quand vous rentrez dans une petite structure avec 5-6 employés, où ils ont un relationnel client et plus réduit, c'est vraiment différent.
vous vous retrouvez avec des employeurs, ça dépend déjà de leur formation, ça dépend de leur formation parcours. de l'employeur. De l'employeur, je pense. Ça dépend de leur parcours aussi. Parce que si ce sont des personnes qui ont évolué ailleurs, dans d'autres secteurs, la réflexion est différente. Mais le plus souvent, moi en tout cas, ma pratique, depuis 19 ans, je le fais, on a un problème d'accueil en Guadeloupe. Il faut le dire. Et je regroupe quels que soient les secteurs parce qu'il est clair, ce n'est pas plus le public que le privé. Les Guadeloupéens sont réputés pour être des gens accueillants, affables, dans la sphère familiale, ou on va dire dans la société d'une manière générale. Mais dans le milieu du travail, c'est différent. On retrouve deux choses. Il y a déjà les employés qui viennent et pour eux en tête à eux, ils ont faveur. Donc, mon cher, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas prendre le gant pour dire ça. On a dit les choses. Ils ont en faveur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent chercher leur salaire. Et donc, il faut déjà inculquer ça. Parce qu'on pas employeur là en faveur. Ou qu'on vient faire ça pour faire. Parce qu'on est engagé ou on est au contrat de travail. Donc, c'est déjà ça la première chose. Et deuxième chose, on se retrouve face à des employeurs. Je ne veux pas faire de généralité, franchement, parce qu'il y a des cas où ça fonctionne très bien. Franchement. Et même si ça ne fonctionne pas, ils sont ouverts au changement. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres employeurs qui, eux, sont là depuis un certain temps, qui ont déjà pignon sur rue et dans leur secteur. Ils ne veulent pas faire d'efforts concernant l'accueil. Dans le savoir-faire, oui, il n'y a pas de problème. Ils vont l'envoyer en formation, mais l'accueil, c'est pas une notion importante. C'est pas une notion importante pour eux parce qu'ils sont déjà sur le marché. Ils ont déjà leur part de marché. L'évolution au niveau de l'accueil, c'est pas encore un automatisme. Moi, c'est l'expérience que j'ai. Ça ne veut pas dire que tous les entrepreneurs sont comme ça en Guadeloupe. Il y a toujours des cas à part. Mais l'accueil gagnerait, franchement, à une priorité pour les entreprises. Parce que, comme elle disait tout à l'heure, c'est la vitrine de l'entreprise. Vous appelez dans une entreprise, le premier contact, c'est la standardiste. Si vous avez déjà un mauvais accueil à ce niveau-là, que ce soit dans le privé ou dans le public, ce n'est pas une bonne image. Et moi, j'ai souvent à le dire pour des prestataires que j'ai, je leur dis, mais si je fais ça, je ne mange pas. C'est clair. L'enjeu est différent. Bien sûr. Je vous pose la question à toutes les deux. Tatiana et Ludivine, est-ce que sur les petites structures, il y a une orientation RH? Est-ce que cette question-là se pose? Ou pourquoi pas, ça pourrait se poser dans le cadre d'un groupement, par exemple? Est-ce que ça se pose aujourd'hui en Guadeloupe? Elle se pose la question. Elle se pose tous les jours, au quotidien. Parce que tous les jours, les chefs d'entreprise sont confrontés justement à cette question RH, parce qu'on emploie des collaborateurs. Donc, on pense souvent RH comme je lui fais un contrat, je lui fais une fiche de paye, et puis c'est bon. Quel business d'autre? Non, c'est pas ça. C'est souvent la sanction aussi. On dit et RH comme au niveau, il y a ça aussi. C'est ça. Et encore, parce que du coup, effectivement, la RH, la partie sanction dans les entreprises dites familiales, les petites structures, la sanction, elle est loin. Parce qu'on a toujours la fibre où on se dit, ben oui, mais non, mais il fait ça, il est rangé, il fait ça, voilà. Il y a la dimension sociale qui est très importante. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que cette question RH, elle est un peu nébuleuse. C'est-à-dire que c'est pas forcément une question de j'ai pas envie. C'est que je ne vois pas, moi, en tant que chef d'entreprise, l'apport de cette question RH. Et donc, fait son chiffre, voilà. Ça fonctionne, ça a toujours marché comme ça. Sauf qu'à partir du moment où on a un petit pépin, et le pépin, il devient gros très rapidement parce que du coup, on n'a pas anticipé ces questions RH. C'est-à-dire un collaborateur qui vient entrer dans des pieds. C'est un collaborateur qu'on aurait pu valoriser sur un autre poste. Mais qui traîne des pieds et qui finalement dessert la structure, dessert l'accueil, répond mal aux clients, est énervé en fin de journée. Voilà, toutes ces choses-là font que la dimension RH est très importante. Mais il faut encore aujourd'hui l'expliquer aux chefs d'entreprise et aux entreprises guadeloupéennes. Je ne dirais pas toutes. Oui, c'est ça. Mais dans les différentes structures que vous avez eu l'occasion d'accompagner, on a beaucoup parlé aussi des congés maladie. Le Covid a amené des révélations puisqu'on a expérimenté un peu plus le télétravail et il y a eu de belles conclusions. Quand on analyse un peu les chiffres, il y a beaucoup de moins les gens sont plus à l'aise, ils sont chez eux, donc beaucoup plus productifs. Est-ce que vous avez justement sur cette question précise, est-ce que vous avez l'impression que
aujourd'hui ces sujets-là sont abordés? Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce que vous-même avez abordé ces questions-là et trouvé des voies pour amener des solutions à ces entrepreneurs? Au niveau du télétravail? Non, je parlais de la question du, comment dire, le Congé congé. maladie. Si on est Le bien congé. dans le travail, Mhm. quand on se sent bien, on est beaucoup plus productif. Oui, Et parce que quand on est, si vous avez un employé qui fait face à la clientèle et ça se passe mal, vous Mais- êtes sûr qu'il y aura des congés de maladie. se sentir bien au travail, c'est la base. Mhm. Parce qu'il y a ce philosophe Confucius qui disait « Aime ce que tu fais et tu n'auras jamais à travailler ». Donc du coup, si la personne vient et il n'aime pas, en fait, s'il n'aime pas ce qu'il fait, ben, à ce moment-là, ça ne se passera jamais bien. Et si l'employeur ne le voit pas, ne l'identifie pas, il ne voit pas au fait, comme elle disait, il faut identifier les talents, le bien-être de la personne, ben, on aura toujours des congés de maladie et ça ira dans un taux plus élevé encore et encore. C'est pourquoi, parce que l'éducation qu'on a eue, en tout cas l'éducation française qu'on a eue, n'a jamais été basée sur le savoir-être avant. C'était les compétences. Il faut avoir des diplômes pour travailler, il faut avoir de l'expérience pour travailler. C'était jamais concentré sur le savoir-être. Ça avait toujours été sur les diplômes. C'est seulement maintenant que les gens commencent à développer ce qu'on appelle le savoir-être. Mais le savoir-être, c'est quoi? C'est plein de choses. On peut dire plein de choses sur le savoir-être. C'est comment parler aux collaborateurs, les mots qu'on utilise. On dit bonjour quand on arrive le matin. C'est en premier lieu ce qui se passe dans l'entreprise pour que ça puisse bien se passer à l'extérieur. Donc, ça dépend de l'atmosphère qu'il y a dans l'entreprise en lui-même, dans le magasin, dans le centre d'appel, dans les institutions même gouvernementales. Partout, c'est pareil. C'est la façon que la personne y va arriver, comment il va être accueilli dans son travail, comment son employeur le traite pour qu'il puisse bien traiter. Parce mais quand on arrive dans une entreprise avec une idée alimentaire au départ, comment on fait pour justement faire corps avec ce métier? C'est à l'entreprise, au fait, de donner, c'est-à-dire qu'on a une entreprise. L'entreprise a son RH, il a tout ce qu'il lui faut, le RH fait les entretiens pour les employés, etc. La question me vient rarement. Qu'est-ce que vous attendez de cette entreprise? Comment vous aimeriez que cette entreprise vous traite? C'est rare qu'on entend ces questions-là des ressources humaines pour savoir, OK, en amont, comment est cette personne? Pour savoir si cette personne peut rester dans une entreprise ou autre. Mais il y a une question, en tout cas pour moi, de culture interne et d'identification, comme elle est spécialiste, d'identifier au fait les talents, etc. Mais il y a cette culture interne qui est importante pour avoir une bonne relation client. Pour moi, je pense que vraiment, il faut traiter ce problème dès le départ, c'est-à-dire dès l'embauche. Oui. Et je pense que l'embauche, c'est vraiment un métier à part entière. On n'embauche pas comme ça. Aujourd'hui, on a tellement d'outils maintenant pour identifier les bonnes personnes pour les bons postes. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a des tonnes. Mais on ne vulgarise pas beaucoup à propos de ces outils, ça c'est un. Donc, ils ne les connaissent pas toujours. S'ils ne sont pas accompagnés, encore pire, ils ne les connaîtront jamais. Donc, c'est l'embauche dès le départ. Puis une problématique de temps. On n'embauche pas parce que c'est son fils, parce que c'est son cousin, parce que c'est le voisin. Ben oui, parce que c'est pas parce que c'est mon fils qu'il est compétent pour ça. C'est ça. Je suis désolée. On peut embaucher mon fils, mais s'il a des compétences. Voilà, s'il a des compétences et s'il a le savoir-être aussi, parce que ça compte. Dans les institutions en plus. Ça se retrouve dans les institutions, dans le public privé, partout on le voit. Je ne vais pas mettre le doigt dessus seulement, mais ça se pose comme problème. Donc dès le départ, dès l'embauche, il faut se préoccuper de ça. Est-ce qu'il y a des moyens de... Parce qu'on connaît notre pays, on sait comment ça fonctionne. Une entreprise au cœur d'un hameau, très souvent, les employés, ce sont des gens, la cuisine ou celui qui est en demande. Parce que l'entrepreneur, souvent même pour les stages, des fois c'est la maman qui vous dit... c'est même pas le jeune, c'est la maman qui vient, bon, mon faveur, c'est comme ça que ça se passe. On ne va pas se leurrer. Maintenant, cet état des lieux étant fait, puisque c'est 73% des structures qui sont des petites structures.
comment vous, les magiciennes que vous êtes, quelles solutions apporter? Est-ce qu'on va trouver d'autres solutions? C'est-à-dire qu'on a ces employés-là, que faisons-nous? Comment transformons-nous? Comment arrivons-nous à la performance, Madame Prosper? Alors, il y a un mot qui apparaît dans le générique, on parle d'excellence. Okay. Ça, c'est très important. C'est l'exigence. C'est l'exigence. C'est l'exigence qu'on va mettre dans son entreprise qui va faire que les collaborateurs qui seront dans l'entreprise vont partager cette exigence. Très bien, très bien. Parce que quand on arrive dans une structure, on parlait du stage choisi par la maman, voilà, on lui dit, bon, bah tiens, tu n'étais pas préparé que tu viennes, mais tiens, mets-toi là, le stagiaire, mets-toi là, tu vas... Il y a des papiers, fais ça. Non. Ça ne peut pas fonctionner. Non, ça s'organise, ça se prépare. Parce qu'on a une exigence envers ses clients. Parce que si moi, chef d'entreprise, je n'ai aucune exigence dans ce que je fais, dans la qualité de ce que je fais à remettre à mes clients, comment voulez-vous que mes collaborateurs, eux aussi, soient imprégnés de cette exigence? Il y a une autre chose aussi qu'on remarque. On a des chefs d'entreprise, ils insufflent une politique des ressources humaines. Mais ils ne donnent pas l'exemple. Faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. C'est la pire situation qui existe. Parce qu'on est des êtres humains, on fonctionne par habitude. Donc si vous êtes dans un environnement où tout le monde fume, vous allez fumer aussi. Vous avez 80% de chances de fumer. Il y a 20% qui ne vont jamais fumer. Donc si vous avez un patron qui lui-même n'est pas très regardant, n'accueille pas bien sa clientèle, les autres qui sont au comptoir, ils ne vont pas forcément bien accueillir. On est d'accord? L'exemple vient toujours d'en haut. Moi, j'ai toujours compris ça. Il ne viendra jamais d'en bas. Ça, c'est ce que je vois. Je ne dis pas, encore une fois, je ne fais pas de généralité. Je parle d'un cas bien précis que moi, je rencontre dans mon activité. Après, il y a aussi l'essoufflement. C'est-à-dire que parfois, un chef d'entreprise peut commencer et se dire, bon, j'y vais, et puis se rend compte que finalement, c'est pas partagé. Voilà. Et donc ça aussi, c'est-à-dire que oui, j'ai l'exigence, mais il faut que je sache comment le partager. Il faut que je sache comment le faire vivre au sein de mon entreprise. Il y a tout ça aussi. C'est je recrute un collaborateur, il rentre dans une structure et donc il faut que je l'accompagne. Mais on parle d'une casquette, c'est important de se faire accompagner, de se faire aider sur ces points-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le métier intrinsèque du chef d'entreprise. Je pense qu'il y a une notion, donc, il faut revenir dessus, c'est la notion de service. Je ne sais pas si tous les entrepreneurs ont cette notion de service. J'entreprends, je prends la décision d'entreprendre, je ne viens pas que pour faire de l'argent. Tout à fait. L'argent, c'est une conséquence, ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif. C'est une conséquence. Ça veut dire qu'en amont, il y a une attitude à avoir, il y a des actions à mener, il y a une stratégie à mettre en place qui fait que l'argent est là. Donc, c'est une conséquence, l'argent. Mais en amont, qu'est-ce qui fait qu'on a de l'argent? Parce qu'on a des clients. C'est le service. Qu'est-ce qui fait qu'on a des clients? C'est parce qu'on est avenant, parce qu'on répond à leurs besoins, on leur apporte des solutions. Bref, on les satisfait. C'est ça. Après, ça permet de toucher du doigt aussi, parce qu'on dit qu'on fait l'état des lieux des choses. En tant que chef d'entreprise, quand on crée sa structure, Tatiana n'hésite pas à intervenir. On la crée pourquoi? C'est ça. Parce que je suis bon dans ce que je fais. C'est-à-dire que je fais, par exemple, de la réparation informatique, je suis bon dans ça. Mais est-ce que je suis bon à vendre ce que je fais? Là, c'est autre chose. Ouais. Et c'est donc pour ça que j'irai chercher des collaborateurs qui vont m'accompagner là-dessus. Oui, d'accord. Et donc, pour pouvoir trouver le bon collaborateur, je suis bon dans ce que je fais, mais je ne suis pas forcément bon en recrutement. Ni pour identifier, en fait, les biais qui peuvent exister. Ni pour créer une stratégie d'entreprise. Ouais, parce que tout le monde a besoin de sens pour avancer. Où est-ce que je vais? Comment j'y vais? J'entre dans une entreprise, mais où est-ce qu'elle veut aller? La PAFA avait un cabaye. On a un but, un objectif commun. Et donc, ce que tu veux dire, c'est que même pour une petite structure, dans la démarche de recrutement, il faut faire appel à quelqu'un pour vous accompagner. C'est bien ça? Oui, il faut que les entreprises soient accompagnées. Par exemple, Ludivine, au fait, elle est RH. Moi, je suis coach en entreprise. Les personnes ne comprennent pas trop à quoi ça sert. C'est-à-dire, ils se disent, moi, je peux faire ça, donc je ne vois pas à quoi ça sert. Mais ensuite, ils voient le résultat. C'est ça.
Le résultat, au fait, c'est quand ils ont le service qui n'est pas bon, ou bien l'autre qui est toujours malade, ou bien l'autre qui ne sait pas faire ci, ou bien qui ne sait pas s'adresser, ou bien qui a des humeurs aussi. Donc tout ça, ça se fait, le chef d'entreprise peut se faire accompagner pour pouvoir cadrer ses employés. Mais ça, il faut déjà qu'il en prenne conscience. Parce que même s'il a tous ces problèmes-là et qu'il y a l'argent qui entre, eh bien pour lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'en a pas besoin. Donc, il va réouvrir une autre structure, aussi, on va dire, mauvais que l'autre, mais il va toujours avoir l'argent qui entre sans se faire accompagner au fur et à mesure. Et c'est juste que les chefs d'entreprise, ils doivent prendre conscience que des fois, on a besoin de ça, ça, ça. Et surtout, moi, j'insiste sur la proximité avec leurs employés. C'est-à-dire, pour moi, c'est très, très, très important d'être à côté de ses employés. Ce n'est pas tout le monde qui peut être leader. Ça s'apprend. OK? Comme Ludivine, elle disait, on a créé une entreprise d'informatique. On est bon dans ça. On n'est pas bon dans le RH. On n'est peut-être pas bon à gérer les conflits. Les finances aussi. Et les finances et les conflits avec les employés entre eux. Eh bien, on peut se faire accompagner. Il y a toujours une façon de se faire accompagner, mais il faut déjà qu'ils sachent. Il faut reconnaître, mais il faut qu'ils sachent que ça existe. Parce que quand on parle, dans les petites entreprises, on parle de coach en entreprise, ils se disent, mais c'est quoi? C'est coach sportif. C'est pour ça que je ne parle jamais de coach alors que je suis coach. Je ne parle jamais de ça. C'est coach sportif, mais qu'est-ce que vous faites? Donc, il faut entrer dans les détails et leur expliquer, au fait, on peut vous aider à accompagner, à gérer, au fait, votre équipe qui ne s'entend pas. Ça. On peut vous trouver une stratégie. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il faut que cet emploi, au fait, soit développé et que les gens sachent c'est quoi être accompagné. C'est ça. Et comme François me disait tout à l'heure, on parle de sous. Et donc, combien ça coûte? Et donc, ça va me coûter combien cette histoire? Et est-ce que ça va me permettre de gagner? C'est-à-dire qu'on va embaucher un commercial, il va nous dire, bon, ben, je facture tant. Il va se dire, oui, ben, ok, tu me rapportes tant. Le problème de ces métiers, c'est qu'on ne peut pas forcément quantifier tout de suite ce que ça va rapporter. C'est-à-dire, on peut le quantifier d'un point de vue humain, d'un point de vue développement, mais pas forcément financier directement. Et donc, c'est un investissement. Je vais simplement ajouter que gouverner, c'est prévoir. Donc, il faut planifier. Ça se planifie aussi. L'accueil, le savoir-être, ça se planifie. Tout à fait. Ça fait partie, au fait, du business plan. Exact. C'est le marketing. C'est la relation client, c'est le marketing. On appelle ça le marketing de service. Donc, du coup, si on n'a pas le marketing de service, automatiquement, les clients, on en aura peut-être, mais ils ne seront pas fidélisés. Parce que cet agent qui ne se sentait pas bien ce jour-là, ou bien il a eu des problèmes à la maison, ou bien qu'on a maltraité, eh ben, il va mal répondre aux clients. Mais l'employeur, comme elle disait, il ne voit pas que c'est l'incidence, mais il ne voit pas que c'est une performance. Plus les employés, au fait, ils performent, plus on fait de l'argent et plus on peut s'ouvrir et plus on peut se développer et avoir de la productivité. Et ça, quand on a de la productivité et que nos employés sont performants, on a aussi plus de sous. Très bien. Vous avez vu comment ça passe vite? Oui, très vite. On va parler des outils, notre conclusion. La solution. Voilà, moi j'ai une expérience en analysant les fiches de paye de différents salariés sur des entreprises de téléphonie, où il y a des agents qui sont responsables de boutiques et qui ont la fiche de paye, il y a un salaire fixe et tout un ensemble de primes. Ce qui fait que ces personnes-là se trouvent en autonomie complète dans une boutique, mais la logique financière rattrape justement, c'est-à-dire qu'il y a une notion de management qui se fait par l'argent. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'il y a chez nos entrepreneurs aujourd'hui, ceux qui ont plusieurs structures qui ne peuvent pas être tous les jours avec les salariés, comment est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous aidez les entrepreneurs à mettre en place des outils? Je prends un exemple, quand vous avez des employés qui arrivent tous les jours en retard, il y a des primes d'assiduité. Donc,
il y a des méthodes aussi sur la question de celui qui est le plus avenant peut avoir une prime. Celui qui est plus productif. Par exemple, je prends la caisse avant X, ma caisse elle est fléchée, c'est celui-là qui a tenu la caisse, je vois le volume d'affaires et le volume d'affaires de l'autre, il peut y avoir des primes. Est-ce que vous mettez ça en place, des solutions comme ça? Parlons-en. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des outils de ce type-là, et que là, vous n'êtes pas obligé de parler après un tel, parce que tout le monde a besoin d'avoir son bon salaire au bon niveau. C'est ça. Il y a différents outils. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est identifier des compétences. Parce qu'un collaborateur qui, en clair, cette partie financière ne le motive pas plus que ça, il n'y trouvera pas son compte. On parlait de plusieurs choses. On a parlé de culture d'entreprise. Ça aussi, ça motive. Tout à fait. Je sais où je vais, je sais qu'on va ensemble. Ça motive. On a le volet financier aussi, bien évidemment. Mais pas que le volet financier d'un point de vue prime. Ça peut être aussi, on va au restaurant. Il y a des challenges. Il y a des départs, n'importe quoi, des billets d'avion à gagner, des choses comme ça. Ça peut être aussi des primes d'intéressement. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour pouvoir motiver les collaborateurs. Mais tout ça, ça peut se faire à partir du moment où on sait où on va. Oui. Parce que si je mets divers primes, plein de primes, sans réfléchir à comment je les mets, je peux moi aussi couler ma boîte, de manière efficace, sans forcément avoir stratégiquement structuré mon entreprise. Et c'est ce qui est important, c'est le point de départ. On disait tout à l'heure, en conclusion sur ce point-là, c'est vraiment où est-ce que je veux aller avec mon entreprise, comment je la structure. Et une fois que j'ai ça, c'est le lien qui permet de savoir mon accueil client, comment je les motive, comment je structure, comment je forme. Et ça ne peut pas forcément se faire tout seul. Je vais ajouter quelque chose, parce que pour savoir où on va, une fois qu'on sait où on va, il faut déjà le communiquer à son équipe. Ça fait partie. Parce que très souvent, les chefs d'entreprise ont ça dans leur tête, mais ils ne partagent pas forcément avec leur équipe. Tout à fait. Et il faut partager, il faut dire où on va, pour qu'eux-mêmes ils puissent s'impliquer. Tout à fait. Bon, mais du coup, en soi, en fait, ce qui importe, c'est vraiment la proximité entre la hiérarchie et son équipe. C'est ce qui fait tout, du coup. Et ça, on appelle ça, au fait, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, il faut que le chef d'entreprise dise où il va. Bien sûr. Mais c'est une équipe. C'est partagé. Le chef d'entreprise sait où il va, mais il faut qu'il parte. Comme tu dis, il faut qu'il partage, mais c'est un co-développement. Parce que peut-être qu'il sait où il va, mais ça ne convient pas au fait à l'employé. Donc, il faut de la communication et on appelle ça du co-développement. C'est de l'intelligence collective. Exactement. Il faut qu'ils partagent et pour qu'ils puissent avoir la même vision pour aller à l'endroit où ils veulent aller. Moi, un outil que j'utilise beaucoup, c'est la démarche qualité. Parce qu'avec ça, tout le monde y participe à la politique et tout le monde donne son avis. Donc, on construit ensemble une politique. Ce n'est pas la politique qui est décidée d'en haut et elle est descendue. Non. On co-construit quelque chose ensemble. Mais est-ce qu'ils n'ont pas l'impression peut-être de perdre un peu au niveau... C'est ça, en fait. De... C'est la première réaction du chef d'entreprise quand je propose ça, c'est ça. Je perds en pouvoir, et pas du tout, puisque c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide. Mais il faut déjà reconnaître que... Je ne suis pas d'accord avec toi, Ludivine. Oui, mais moi, c'est ce que j'ai comme expérience. Je parle de mon expérience. Non, après, dire que c'est lui qui décide... Quand je dis c'est lui qui décide, ça veut dire qu'il tient compte évidemment des remarques. C'est ça. Et c'est en valorisant. C'est ça, pour ça que je parle de co-création. Tout à fait. C'est pas une politique, je réfléchis dans mon bureau avec mes associés, et puis après je viens, je dis que je n'écris pas. Et je n'écris pas, et puis je dis, bon voilà, le mois prochain c'est ça, à la fin de l'année c'est ça, et ça sera comme ça. Non. Tout à fait. On s'intéresse. Et on a besoin de sens. Voilà, on collecte les avis des salariés parce que c'est important de savoir, eux, comment ils voient la chose. Oui. C'est donner du sens. Après, le chef d'entreprise aussi, dans les petites structures, comme on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait plein de choses. Et donc, on parle de lui en se disant, il ne voit pas son accueil. Peut-être que non, en fait. Peut-être que non, il n'a pas forcément le temps. Donc, du coup, en l'occurrence, voilà, il faut une bonne structure aussi de l'entreprise. Ça ne coûte pas forcément plus d'argent d'avoir une bonne structure, ça rapporte plus d'argent, ça c'est sûr. Et donc, il est important de pouvoir bien réfléchir tout ça en amont, et pas forcément seul dans son coin, comme on disait. Est-ce qu'il y a des logiques que vous mettez peut-être en place
où on peut imaginer des petites structures faire appel à un RH, en regroupement par exemple. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça se fait? Alors, c'est vrai que la logique de nous, de ce qu'on fait, nous, on touche principalement les petites structures. On n'intervient pas au sein de grosses entreprises parce qu'elles sont déjà structurées. L'objectif, c'est de pouvoir apporter un service qui soit adapté à la taille de l'entreprise sans forcément qu'ils aient à recruter un RH. Et ça, c'est important parce que financièrement, l'entreprise ne peut pas se permettre et n'a pas non plus ce qu'il faut en termes de contenu pour pouvoir alimenter un poste RH. Ce que tu veux dire, c'est que vous faites que des interventions, mais dans les grosses structures, le RH est en permanence. Est-ce que... C'est un accompagnement à long terme. D'accord. Qui n'est pas sur du temps plein. Ok, très bien. Qui n'est pas sur du 151,67 €, comme on dit communément, qui n'est pas sur du temps plein, parce qu'il n'y a pas de nécessité à temps plein. Oui, mais néanmoins, on sera en permanence en contact. Ce que je voulais dire, c'est que s'il y a une dizaine de TPE, d'accord? Oui. Donc, si chacune a 2-3 salariés, ça devient une d'accord? Donc le RH peut travailler pour plusieurs sociétés. C'est dans ce sens-là que est-ce que ça existe? Est-ce que ça se met en place, par exemple? On voit ça beaucoup dans les pépinières. C'est ça. On voit ça beaucoup dans les pépinières. C'est le propre des pépinières. Tout à fait. Après, c'est vrai que mutualiser. Voilà. Et puis faire appel à un consultant, c'est un peu ça. Oui. Je veux dire, parce que quand on fait appel à nous, c'est ça. C'est qu'on intervient auprès de différentes structures en se disant bien évidemment qu'on ne peut pas forcément regrouper les entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles ont toute leur identité et leur culture. Moi, je regroupe des fois par secteur d'activité. Ça m'arrive. Si j'ai plusieurs restaurants, je peux les regrouper et réfléchir ensemble à une logique de développement sur le territoire. Oui, et du coup, des thématiques identitaires, là, c'est un peu plus dans compliqué. Dans les secteurs similaires, voilà, c'est ça. C'est un peu plus compliqué parce que chaque entreprise a son propre, en fait. Et puis, il y a tous les chefs d'entreprise qui veulent parler de leur business, de combien ils gagnent, de combien ils... Voilà, donc c'est délicat. Et donc après, apporter une solution sur mesure, c'est le plus adapté. Oui. Très bien. Alors, je vais donner la parole à Ludivine, l'autre Ludivine, qui a fait un reportage super qu'on va retrouver sur nos réseaux. Oui, alors du coup, ce dimanche 3 juillet dernier, j'ai eu le plaisir d'assister à l'événement, à la première édition du salon VG Créole. Donc peut-être que vous en avez entendu parler, un salon autour de l'autosuffisance, du végétal et du vegan en Guadeloupe. Et il y avait franchement... On peut passer un extrait, Yann nous parle, juste un extrait pour qu'on voit un peu le... C'était un franc succès, plus de 1500 personnes, vous imaginez, sur la petite route des Mamelles. Donc les gens se sont garés très loin, on marchait pendant 30 minutes, tout le monde. Voilà. Voilà. Continue, c'est juste un extrait. D'accord. On va retrouver la vidéo. Oui, voilà. Donc la vidéo est disponible sur les réseaux sociaux de Culture Business, bien sûr. Et du coup, c'était un moment très enrichissant, un moment de partage, un moment d'échange. Les produits de nos artisans étaient au rendez-vous, des produits de qualité. Et ce fut vraiment un très, très bon moment et qui a permis de, propulser en fait le savoir-faire local et c'est une belle initiative et tout le monde espère avoir la seconde édition assez vite. Très bien. Je rappelle que vous retrouvez cette vidéo juste après sur nos différents réseaux. Mesdames, merci. Merci. Je voulais au fait faire une petite promotion pour quelque chose. Mais vous êtes là pour ça. Vous êtes là. J'ai créé au fait un nouveau concept. Qui est l'Afterwork Coaching et que j'appelle un nom avec coaching derrière. Et j'ai une prestation le 23 juillet au restaurant Le Petit Jardin à Pointe-à-Pitre, 4 rue Barbès, et qui s'appelle le Coffee Coaching. Donc c'est quoi? C'est un coaching qui est ouvert à tout le monde et qui est fait en anonyme. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils remplissent un petit formulaire, ils parlent de leurs problématiques et on règle le problème ensemble. C'est-à-dire que je pose des questions, le public répond et la personne qui a peut-être posé sa problématique ne répondra pas, mais les autres à côté répondront pour lui. Il va peut-être trouver sa réponse parmi les réponses qu'on a données où il va se dire « Ok, cette personne a le même problème que moi, je ne suis pas seule au monde ». Donc, c'est un partage, c'est un mec à laver en note. En gros, c'est ça.
Et c'est ce que je fais le 23 juillet au restaurant Le Petit Jardin Antella, à Pour Pointe-à-Pitre. s'inscrire, comment on fait? On n'a pas besoin de s'inscrire. On vient, c'est entrée libre. Et quand ce sera plein, ben, on ne peut plus rentrer. C'est tout. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? C'est à partir de 14h30 jusqu'à 17h30. D'accord. Ludivine Prosper, alors, l'actualité, un numéro de téléphone si on veut. Vous voulez nous joindre? Alors, on a notre site internet www.creativeperformance.com. Créative juste avec le V, performance CE. Alors, un numéro de téléphone, le 06 90 40 38 08 ou encore le 06 90 40 38 09. On est également présent sur les réseaux, Instagram, Facebook, où on diffuse pas mal nos offres d'emploi en cours. Et puis on reste disponible, donc c'est une équipe aujourd'hui de 4 personnes. Oui, on intervient au pas des petites structures de notre territoire sur tout ce qui est conseil stratégique en ressources humaines et en organisation d'un point de vue global. Très bien. Merci encore d'être venu avec nous. Merci. Et à très bientôt. Ce plateau est à votre disposition. D'accord? OK, merci. Français pour conclure et lui dire. Juste actualité aussi, je vais donner mon site internet lesentrepreneurinarrêtables.com, tout attaché, sans espace, sans point. Et on va me retrouver pour une masterclass le 15, 16 et 17 juillet, 3 jours pour accéder au prochain palier financier dans son entreprise. Très bien. Je vous rappelle aussi qu'on se retrouve demain soir. Et Demain soir. on partira notamment du côté du téléphone pour parler d'une manifestation qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Ça sera demain à 19h. Ludivine, pour finir. 19h ou 20h? Ben, moi, concernant l'actualité de l'émission, comme d'habitude, sur les réseaux de Culture Business, Instagram, Facebook et YouTube. Très bien. Merci à tous. À demain. Bonne soirée. Merci. À demain. Merci. Au revoir.